Quatrième et dernier plateau. Elle ne ressemble pas du tout à Edoui Plenel. Elle s'appelle Géraldine Delacroix, elle est à côté de moi. Elle s'occupe du club Mediapart depuis 2009 et elle va relayer toutes vos questions, vos interrogations, les questions qui méritent d'être posées. Mediapart, c'est une entreprise, donc je vais vous présenter des gens d'abord que vous n'avez pas l'habitude de voir, à part un, qui est François Bonnet, le directeur éditorial de Mediapart, mais les autres, vous ne les connaissez pas forcément. Et c'est avec eux qu'on va parler des débuts. Comment l'idée a germé et surtout comment elle a commencé à se réaliser, avec quelles difficultés, avec quels capitaux, avec quels actionnaires. Les actionnaires de Mediapart, ses comptes, ses impôts, ses problèmes de TVA, par exemple, puisqu'on a la coutume d'en parler, ses chiffres, son marketing, ses développements techniques, ça sera les sujets de cette première partie. Marie-Hélène Sméjean, bonsoir. DG, directrice générale de Mediapart et fondatrice. François Bonnet, donc j'en parlais, bonsoir. Directeur éditorial depuis le début. Estelle Coulon, directrice du marketing bonsoir. Depuis 2011. 2011. Et enfin, parce que ça compte beaucoup pour un journal comme Mediapart, le directeur technique, Étienne Sanson. François, quand on dit numérique et indépendance, parce que Edoui a commencé d'insister là-dessus, à l'époque, au moment de la création de Mediapart, les anciens du monde que vous étiez, est-ce que le numérique est arrivé tout de suite? C'est-à-dire qu'est-ce qu'au début, vous n'aviez pas tout simplement envie de faire un journal papier sans penser forcément au net? Oui, il n'est pas arrivé tout de suite et au début, on pensait surtout à faire un média indépendant. Donc c'était surtout ça l'enjeu, c'était de sortir de ces énormes machines qui étaient en train de se transformer de machines à faire du journalisme à machines à gérer de l'influence. Donc le but du jeu et l'ambition qu'on avait, l'envie qu'on avait, c'était d'abord de lancer un média parce que quand même dans un itinéraire professionnel, il n'y a rien de plus excitant que ça, et avec cet enjeu particulier qui était de lancer un journal indépendant. Donc on a tâtonné, l'ensemble des fondateurs, Laurent Mauduit, Gérard Desportes, d'autres qui ont fait un bout de chemin avec nous, etc. On a tâtonné et finalement, très vite, on est quand même venu sur le web. Pourquoi ? Parce que non pas pour des questions de coûts, d'économie. La question centrale, c'était de retrouver les lecteurs. C'est quelque chose qu'on avait totalement oublié, que moi, en tous les cas, j'avais totalement oublié après 13 ans passés au monde. Les contacts avec les lecteurs, vous ne les avez pas. C'est une énorme machine. De temps en temps, des lecteurs écrivent. J'ai dû recevoir 4 ou 5 lettres. De temps en temps, des lecteurs téléphonent. Mais on est complètement coupé de ça. Donc on essaye, bien sûr, d'anticiper, d'être à l'affût, etc. Mais cette relation avec le lecteur, pratiquement, n'existe pas. Et quand on a réfléchi à cet enjeu d'indépendance, à ce qu'on avait envie de faire journalistiquement, et aux raisons de la crise en France, bon, une des raisons, c'était bien sûr cette relation avec le lecteur. Et là, le web a fini de s'imposer, parce que, évidemment, c'est que par le web que vous pouvez en permanence être en discussion avec votre lectorat. L'allusion d'Edoui tout à l'heure, celui qui disait ça ne marchera jamais, il disait exactement rassurez-vous et croyez-en mon expérience, Mediapart, ça ne marchera jamais. C'était Alain Minc. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'était pas du tout le seul à penser ça. Je pense même que la plupart des gens pensaient ça. C'est-à-dire que créer un journal en ligne payant, c'est-à-dire inventer autre chose que le modèle du gratuit qui commençait à se développer, c'est là où on disait ça, c'est particulièrement délirant. Personne ne paiera jamais pour ça, pour justement assurer une indépendance financière. Mais si vous voulez, ça rejoignait une problématique plus générale, c'est-à-dire que vous ne créez pas un journal parce que vous avez envie de créer un journal. Vous créez un journal parce que vous vous dites je vais faire radicalement différent des autres. Quand Libération se crée dans les années 70, à partir d'une agence de presse ultra militante, ça n'existe tout simplement pas dans le paysage. Et c'est le journal qui s'impose pendant 20-25 ans. Donc, si vous créez un journal, c'est pour avoir quelque chose de spécifique. Si c'est pour être comme les autres et dire le même genre de choses que les autres, c'est pas la peine de créer un journal. Il y a plein de journaux qui existent, qui sont pas mauvais. Si c'est pour faire comme les autres, c'est pas la peine. Donc, la création d'un journal, ça ne peut se faire que sur des choix ultra radicaux. Sinon, on ne sert à rien dans le paysage médiatique. Après, on peut se tromper. Ça, c'est un autre débat.
Nous, notre conviction, et c'est marrant cette histoire de payant, parce que dans toutes les discussions préliminaires qu'on avait sur Mediapart, ça n'a jamais été un débat entre nous. Il a toujours été évident pour nous que Mediapart serait payant. Pour une raison très simple, c'est que si on veut construire un journal indépendant, ben ce journal doit être financé par ses lecteurs. Donc cette question du modèle payant, de mémoire, n'a jamais été une discussion entre nous. Après, on a pu discuter du prix d'abonnement, etc. Marie-Hélène nous dit parfois que c'est pas assez cher, que ça pourrait... Bon, après, il y a des discussions normales entre nous. Mais le modèle lui-même, ça n'a jamais été une discussion. Même si Rue 89, qui lui est un modèle gratuit, était lui-même dans les tuyaux à ce moment-là? Oui, et du reste, il venait de se lancer, et même quelques mois avant, on avait discuté, parce qu'on se connaît bien sûr, et on avait discuté ensemble, mais moi je me souviens avoir vu Pierre Aski, et effectivement, le décalage complet n'était pas tellement sur nos envies journalistiques, puisqu'en plus on a travaillé dans les mêmes journaux, donc on n'est pas si éloigné que ça. Le décalage radical était là-dessus. C'est que Rue 89 était convaincu d'arriver à se construire sur un modèle du tout publicitaire, et nous étions convaincus du contraire. Et pourquoi? Parce que vraiment, je crois que, et ça reste quand même notre priorité quotidienne, qu'un journal, il n'existe que par ses lecteurs. Si vous n'avez pas de lecteurs, vous ne servez à rien. Un journal, c'est fait pour être lu. Donc si vous n'avez pas de lecteur derrière l'écran, si je puis dire, on ne sert à rien. Et si vous prenez ce qui est modèle gratuit, modèle payant, ce n'est pas du tout le même type de lectorat. Moi, il se trouve que j'avais travaillé au Monde sur un projet de quotidien gratuit, qui est devenu ensuite l'affreux Direct Matin de Vincent Bolloré, une horreur. Et ce que j'avais appris en travaillant là-dessus, c'était effectivement la différence entre une audience et un public. Et une audience, c'est finalement l'usage qu'on a des quotidiens gratuits, c'est-à-dire ils sont là, on les prend, ça peut être bien, on peut aimer, etc. C'est un usage, enfin voilà. S'ils ne sont pas là, c'est pas grave, on s'en passe. Un journal payant, c'est évidemment pas la même chose, c'est que le lecteur va s'investir et va construire progressivement une relation intime avec ce journal, comme on a tous eu des relations très fortes avec des journaux, avec Libération, avec Le Monde diplomatique, avec... enfin voilà, on a tous comme ça des journaux référents, avec Rock and Folk au début des années 80. On a eu tous eu comme ça des journaux qu'on a absolument adorés et qui nous ont construits. Bon. Et ça, je pense que ça passe par... ça passe aussi par l'acte d'achat. Ça passe aussi par ça. Et surtout quand on fait un Mediapart participatif, qui en permanence demande à ses lecteurs, mais contribuez, venez. Et venez pas seulement commenter les articles, ouvrez des blogs, etc. Bon. Toute proportion gardée, la comparaison peut sembler ridicule, mais le club de Mediapart, qui est aujourd'hui un des moteurs de son succès, c'est un peu le cahier sandwich de Libération au début des années 80, qui était quand même le top du top. Le week-end, on achetait le cahier sandwich. Les petites annonces de cul en moins, non? On n'a pas. Non, mais il y avait plein d'autres choses. C'est vous qui en parlez. Il y avait plein d'autres choses dans le cahier sandwich. C'était le journal communautaire, de la communauté des lecteurs. Tout le monde mettait des annonces, disait tout et n'importe quoi, etc. Bon, c'est un peu, j'ai dit toute comparaison gardée. C'est un peu le club de Mediapart. Voilà. Marie-Hélène, les actionnaires ne se sont pas précipités. Il faut faire ni une légende dorée, mais pas non plus une légende noire. Qu'est-ce qu'on pouvait leur dire pour leur dire venez participer à un tour de table d'un truc quand même, voilà, ça va être un journal indépendant, ça va être un journal payant. Il n'y aura pas de version papier, il sera uniquement sur le web, qui, sauf erreur, ne s'était pas encore développé comme ça en France. Qu'est-ce que vous leur racontiez ? Alors, au départ, il y a eu deux phases. C'est-à-dire que quand on a fait le premier projet en disant il y a un quotidien d'information payant, indépendant, avec donc un objectif, puisqu'il allait être financé par les recettes, donc par les abonnements des lecteurs, on avait un objectif d'à peu près 50 000 abonnés. On s'était dit, l'équation de départ, c'est environ 30 journalistes, une équipe complémentaire de l'entreprise, donc ça nous faisait une masse
d'à peu près 3 à 5 millions d'euros à financer sur les 3 premières années. Une masse salariale. Non, oui, enfin une masse globale, disons, de charges entre les recettes, et en se disant, on va mettre à peu près 3 ans pour recruter 15 000 abonnés la première année, 30 000 abonnés la deuxième année et 50 000 abonnés la troisième année. Et donc on a fait ce qui s'appelle un business plan, et en espérant aller voir des sociétés dont c'est théoriquement le métier d'aider au financement de projets comme ça, en disant, ben voilà, le projet, c'est un quotidien d'information indépendant, il peut s'équilibrer au bout de 3 ans, et après se développer normalement comme toute entreprise qui a un beau projet. Bon. On n'était pas non plus des débutants, enfin je pense aussi bien sur un plan expérience professionnelle éditoriale que expérience de gestion. Donc on est allé voir ces partenaires théoriques. Ils nous ont tous dit non, mais non. Mais alors, donc c'était soit, vous savez, la presse, ça ne gagne jamais d'argent, donc ça perdra toujours de l'argent. Après, c'était, mais votre projet, c'est quoi? C'est de gagner beaucoup d'argent? Non, c'est que le quotidien existe, qu'il se développe, qu'il rencontre ses lecteurs. Donc, oui, mais nous, notre objectif, c'est de gagner de l'argent. Et puis après, bon, c'était entre le début où on a commencé à les démarcher et la fin, il y a des élections présidentielles qui étaient passées entre-temps. Et c'était, c'est quand même un peu risqué, un quotidien indépendant. Pourquoi voulez-vous qu'on investisse dans un... Voilà. Donc on s'est... Enfin, je nous revois encore avec notre PowerPoint de présentation, avec notre magnifique business plan. Et on s'est, au bout d'un certain temps, rendu compte que, de toute façon, jamais ils mettraient un sou et qu'il fallait qu'on compte sur nos propres forces pour relancer ça. Donc c'est là où on a décidé... D'abord, nous, fondateurs, de s'endetter, de manière à apporter finalement le premier million de capital qui a permis derrière d'emporter la conviction à la fois d'une société des amis qui a été constituée, qui s'est mobilisée sur la même conviction que nous, qui avait la nécessité et la place pour un quotidien indépendant, donc qu'il fallait, et c'était vraiment, je pense que ce n'était pas un choix d'actionnaire, c'était un choix de mobilisation pour un projet. Et donc qui nous a apporté 500 000 euros. Et ensuite de ça, on a trouvé 2 actionnaires individuels avec, je pense, la même volonté et conviction démocratique de lancement d'un quotidien indépendant et pas un projet capitalistique. Et donc, Xavier Niel, dans cette affaire, alors, il a dit Xavier oui Niel a mis 100 000 euros à l'intérieur de la Société des Amis. C'est le seul à l'intérieur de la Société des Amis qui a mis 100 000 euros. Alors, on était bien contents, parce que c'était sur 500 000, on était bien contents, mais c'était à l'intérieur de la Société des Amis, donc totalement, on va dire, en paravent par rapport à tout risque d'ingérence, d'intérêt, de contrôle. Mais surtout, il y avait 87 autres amis qui étaient des amis qui ont pu investir 3 000 euros, 5 000 euros, enfin des sommes sur lesquelles... Il n'était pas encore le papivore, puisqu'on n'emploie jamais ce terme, alors que maintenant on peut l'employer. Un patron de presse, voilà, absolument. Il n'était pas encore le papivore qu'il est devenu, mais c'est vrai que quand on se dit Mediapart, 100 000 euros, Xavier Niel... Ça reste quoi? Une étrangeté, une contradiction dans les termes Non, c'est un focus inutile. C'est 0,1% du capital. Et voilà, bon, il est connu, de même que Maurice Lévy est connu, il a mis 5 000 euros, de même... Non, mais là, on parle de 100 000 euros. Oui, mais je pense que pour lui, 100 000 euros, c'est beaucoup moins que 5 000 euros des pour amis, des amis qui, eux, mais sincèrement, qui, eux, ont pris sur leur livret d'épargne, etc. Donc, alors, qu'est-ce qui devient, comment il va évoluer le capital? Il y a une question de Lolitalienne qui dit lorsque nous étions 80 000 abonnés, Edoui Plenel disait qu'à 100 000, ça nous permettrait d'être financièrement indépendants et autosuffisants. Est-ce le cas aujourd'hui? Il me semble qu'il y avait des participations, Xavier Niel, et c'était un exemple, dont vous souhaitiez vous défaire. Alors, sur la partie évolution du capital, en fait, on en a parlé déjà depuis à peu près 1 an. Notre objectif, à nous, fondateurs, entre guillemets, c'est de pérenniser l'indépendance du journal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'indépendance du journal, elle est garantie par le capital détenu par les fondateurs, par la Société des Amis et les amis actionnaires. Donc, on a pour volonté qu'une fois que la réussite du journal est installée et acquise, l'indépendance du journal ne dépende pas des enfants de François Bonnet, d'Edoui Plenel ou de Marie-Hélène Spiégeon, mais que l'indépendance du journal, elle soit pérenne au-delà de la personnalité des fondateurs. Donc, nos projets d'évolution de capital, c'est d'abord de racheter un premier actionnaire extérieur qui est venu en 2009 et qui n'avait pas vocation à rester, qui était un fonds d'investissement, donc qui a aujourd'hui 22% du capital.
Donc c'est quelque chose qu'on veut faire et qu'on aurait déjà fait si les équipes de l'administration fiscale n'étaient pas venues modifier nos projets. On va en reparler après. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de constituer un fonds. Alors, est-ce que ce sera un fonds de dotation ou est-ce que ce sera une structure d'entreprise de presse qui serait créée d'ici là, mais qui va petit à petit racheter les capitaux des fondateurs de manière à les pérenniser dans une structure qui, dans 5 ans... Ce fonds d'investissement qui possède donc à l'heure actuelle 22% de Mediapart, il est prêt à vendre ses parts? Oui. Et il est prêt, et ça veut dire qu'il gagnera de l'argent par rapport à ce qu'il a investi? Bien sûr, oui. Donc pour lui, ça a été une bonne affaire. Ça doit se faire au printemps. Ça doit se faire au printemps. Ça doit se faire au printemps. Et donc ça, on peut le dire, ça représente combien d'argent, 22% de Mediapart? C'est valorisé pour lui à 2 500 000 euros. Alors qu'il avait investi 1 million. Ah ben donc c'est une très très bonne affaire. Voilà, comme quoi les premiers fonds d'investissement qu'on avait rencontrés, ils auraient mieux fait Ça veut de dire venir qu'il fait plutôt que de dire 150% de bénéfices à peu près. Il a pris... Même pas à peu près, ça doit être sur ça. 6 ans. Oui, mais alors après, si je peux me permettre, c'est vrai que c'est un moment où Mediapart était aussi en difficulté. Bon, et quand même, effectivement, comme l'a dit Marie-Hélène, à force d'avoir ratissé toute la place, bon, pour s'entendre dire non et pour se faire jeter par de jeunes gens charmants en disant et ratisser vos propres indemnités. Oui. Et ratisser vos propres indemnités dit, alors, du monde. C'est quoi votre benchmarking? Je dis, nous, on n'a pas de benchmarking puisqu'on a une idée. Voilà, on a une idée, on a une équipe, on pense bien faire notre boulot, on se trompera peut-être, mais bon. Alors l'autre motif, c'est quoi votre étude de marché? Est-ce que vous avez fait une étude de marché? Mais comment voulez-vous qu'on fasse une étude de marché sur un projet où tout le monde dit de toute façon, mais l'Internet et l'information sur Internet, c'est gratuit. Donc il faut déjà expliquer que l'information va être payante et ensuite de ça, il faut expliquer, bon alors, et si l'information était payante, est-ce que vous l'achèteriez? Et donc, c'était des questions, mais totalement déconnectées par rapport au projet. Et en même temps, la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce qu'ils n'avaient pas tout à fait tort? C'est-à-dire, est-ce que ça a marché tout de suite? Est-ce que ça a pris tout de suite? Non. Parce que moi, j'en suis pas très sûr de ça. Parce que je me souviens du lancement de Mediapart. Ça a été l'enfer. Et moi, je crois que je me suis abonné assez vite, d'ailleurs, pour tout dire. Mais il me semble avoir entendu à l'époque, mais je n'étais pas du tout un spécialiste des médias, etc., mais que ça patinait. Oui. Que, voilà, les abonnés ne sont pas venus en masse. Ça a été long. En même temps, c'est quand même un journal qui s'est lancé et qui, au bout de 2 ans et demi, a été à l'équilibre. Donc, il n'y a pas beaucoup de journaux qui se lancent pour atteindre un point d'équilibre au bout de 2 ans et demi. Mais François, alors, le lancement du Précis, c'était le 16 mars 2008. Ouais. Bon, le 2 décembre. Le 2 décembre. 2007. 2007. Bon. Mettons mi-2008. Combien vous perdiez d'argent? Et combien il y avait d'abonnés? On a perdu sur la première année 3 millions d'euros. Mais il faut rappeler... Non, mais on avait prévu de perdre 3 millions d'euros la première année, 2 millions la deuxième et 1 million la troisième. Et tout se passait bien. Sauf que... donc c'est pour ça qu'il fallait lever un capital entre 3 et 5 millions d'euros pour pouvoir tenir entre le moment du lancement et le moment où on atteignait les 50 000 abonnés. Donc en fait, quand on lance en 2008, objectivement, on a donc une équipe, et il faut savoir que quand on lance en 2008, on a une équipe de 30 journalistes et 3 non-journalistes. Et ça, bon, c'était une erreur totale que j'avais faite, qu'on avait partagée, mais que j'avais faite. On a totalement sous-estimé la difficulté de recruter des abonnés pour un journal en ligne, la difficulté de leur écrire, la difficulté de faire en sorte que ça marche bien, la difficulté de faire en sorte que quand ils reviennent, je leur connais, que quand leur paiement a expiré, je vais savoir leur demander de façon intelligente de revenir le mettre à jour. La difficulté technique que ça représentait, c'est-à-dire que le premier scoop qu'on sort, bien sûr, le site s'effondre. Donc le deuxième scoop qu'on sort, le site ne s'effondre pas, mais on trouve notre information en une sur Google. Ça veut dire quoi, le site s'effondre? Ça veut dire qu'il plante, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tenir la charge. Étienne était là déjà? Non, il n'était pas là encore. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était quoi le premier scoop, François? C'est quoi? C'était quoi? C'était quelque chose autour de Kerviel, il me semble. Il y a eu les enquêtes sur les caisses d'épargne et ça a été un document dans la procédure judiciaire sur Kerviel. Donc il y a un afflux d'abonnés que vous n'arrivez pas à traiter. Non. Et en fait, le site plante. Voilà. Et comment c'est possible, ça? Même si tu y es pour rien, mais comment c'est possible? Parce qu'on n'était pas organisé pour subir un tel pic de charge. En termes d'infrastructure, on n'avait pas du tout les épaules nécessaires pour subir autant d'afflux vers nos serveurs. Et du coup, le serveur est tombé. Et voilà, quoi.
Et aujourd'hui, l'équipe, ça se répartit comment? Alors, combien de journalistes? Aujourd'hui, il y a 50 salariés à Mediapart, 35 journalistes et 15 services opérationnels. Et pour faire simple, il y a un tiers technique, un tiers marketing et communication, un tiers support abonné finance. Il me semble qu'un tournant, ou c'est comme ça qu'en tout cas on le voit de l'extérieur et qu'on a l'habitude de le raconter, ça a été l'été 2010, parce que c'est l'affaire Bettencourt, et c'est les révélations sur l'affaire Bettencourt du Point, si ma mémoire est bonne, côté presse papier, et de Mediapart pour la presse en ligne. Est-ce que là, c'est effectivement un déclic, ça change tout? Ça change tout à deux niveaux. C'est-à-dire que premièrement, on aurait eu l'affaire Bettencourt en mars 2008 ou en septembre 2008, on n'aurait pas su en fait la gérer, la traiter, la tenir techniquement, la tenir en termes de recrutement d'abonnés, etc. Donc l'affaire Bettencourt, elle est arrivée à un moment où on avait passé 2 ans entre le moment en 2008 où on se lance et on s'aperçoit qu'on a totalement sous-estimé les problèmes techniques et marketing, et au moment début 2010 de l'affaire Bettencourt, où là, on a un site qui techniquement peut à peu près répondre, qui est capable d'adresser un fort volume et qui, sur un plan marketing, est capable de recruter très rapidement beaucoup d'abonnés. Et donc, effectivement, ça change tout sur ce plan-là, puisqu'elle arrive à un moment où on est enfin prêt. Et ça change tout sur une deuxième chose, c'est qu'il y avait... Début 2010, on commence à être connu. Il y a eu le procès des caisses d'épargne, il y a eu un certain nombre d'articles, etc., etc. On commence d'ailleurs beaucoup à nous taper dessus, donc systématiquement, les noms d'oiseaux. Et puis l'anti-sarkozysme monte. Voilà. Mais en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah oui, c'est bien ce que vous faites, c'est bien, oui, il faudrait que je m'abonne, il faudrait vous abonner, bah oui, mais ils ne s'abonnaient jamais. » Et donc, en fait, au moment de l'affaire Bettencourt, il y a d'un seul coup tous ceux qui disaient « je vais m'abonner » qui sont abonnés. Et puis il y en a d'autres qui nous ont découvert au moment de l'affaire Bettencourt et donc qui, du coup, se sont abonnés. Et alors, question à la technique et au marketing, est-ce qu'il y a une question de technicité de l'outil ? Parce que je pense que maintenant, les gens sont plus habitués à lire un journal en ligne. Tandis qu'en 2008, moi-même, est-ce que j'avais déjà lu en ligne ? Pas tellement, c'était il y a 6 ans, ça paraît très longtemps. C'est-à-dire, est-ce qu'on apprend à quelqu'un de bonne volonté, curieux, qui veut s'abonner à Mediapart, tout d'un coup, à lire son journal en ligne, à lui dire « ça ne va pas être des manipulations d'enfer, vous n'avez pas forcément 22 ans et vous n'êtes pas forcément un geek, mais voilà, c'est possible, c'est pas très compliqué ». Comment ça se fait, ça, en termes de marketing, justement ? En termes de marketing, c'est vrai que c'est assez spécifique chez Mediapart, puisqu'on est quand même orienté et on est autour du contenu, en fait. On a adopté notre marketing au journal. Je pense que c'est ce qui fait un petit peu notre marque de fabrique. Donc, on ne va pas faire du marketing en parallèle, on va suivre complètement l'actualité. Donc, c'est vrai qu'après ça, on connaît aussi les abonnés, on échange pas mal entre nous et on a été adapté différentes campagnes pour leur parler, des nouveautés sur le site. Quand le site est passé en responsive il y a un peu plus d'1 an et demi, on a été les accompagner par le biais des réseaux sociaux ou de campagnes emailing en leur disant « Tenez, maintenant c'est plus accessible, voilà comment vous pouvez vous y prendre ». Donc on essaie toujours d'être en adéquation avec le contenu. Et techniquement ? Techniquement, c'est principalement des... Ouais. Et Étienne, vous êtes directeur technique. Moi, je connais encore des gens qui sont abonnés à Mediapart, qui ne se souviennent pas. Bon, d'accord, ils ont un certain âge pour la plupart. Mais une fois sur deux, qui dit « je ne me souviens pas de mon mot de passe, j'arrive pas à me loguer ». Ils n'emploient pas ce terme-là. Et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté encore d'emploi. Mais c'est encore un travail qui est en cours dans la mesure où... Ça, c'est vraiment mon sentiment personnel. J'ai le sentiment qu'il faut apprendre aussi à accompagner les utilisateurs à utiliser l'outil Internet et à les sensibiliser à son utilisation. Et il faut aussi leur dire que c'est absolument pas anodin de ne pas se souvenir, par exemple, de son login et de son mot de passe. Ce sont des éléments qui sont importants pour eux. Et il faut aussi leur permettre de s'authentifier, les accompagner dans l'authentification. Donc il faut trouver un juste milieu en fait entre faciliter les choses et l'accompagnement. Et c'est quelque chose sur lequel on a encore un peu de travail à faire et on n'a pas complètement abouti actuellement. Alors il y a ceux qui ne savent pas encore trop comment se connecter, et puis il y a ceux qui veulent une application Android. Oui. On en est où de ce point de vue ? J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait
sur le club, il y a eu un appel. Une pétition, Une carrément. pétition, ouais, j'ai été le 4e à la signer, je crois. Donc, je suis bien conscient de l'envie et du besoin. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que, donc, au-delà de l'historique technique de Mediapart, on est dans un contexte assez compliqué dans la mesure où on mène des chantiers importants qui nous demandent énormément d'attention. Et on est une équipe relativement réduite et on ne peut pas complètement disperser notre attention sur énormément de projets en parallèle. Donc il nous faut nous concentrer sur les projets les plus importants, qui nous semblent les plus importants, même si on est conscient des demandes que ça signifie auprès de notre service abonné et auprès du club comme commentaire et tout ça. On est vraiment dans l'obligation d'améliorer notre structure technique. Et pour ça, on est vraiment obligé d'y consacrer un temps certain. Question un peu à tous, est-ce que vous connaissez mieux vos lecteurs qu'un vieux titre de la presse papier? Estelle. Bonne question. Non, mais c'est une question que posent c'est des questions que posent les abonnés voilà. d'un point de vue sociologique, mais ça veut dire socio-professionnel, d'un point de vue où est-ce qu'ils habitent en France, plutôt en ville plutôt... On demande très peu de choses. Nous, déjà, à l'inscription sur Mediapart, on demande uniquement l'email en champ obligatoire. Donc, on connaît en fait assez peu de choses dans les faits. Maintenant, on est assez présent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, par ce biais, on peut voir un petit peu plus le profil des gens qui ne sont pas forcément abonnés à Mediapart, mais qui au moins consultent, viennent nous voir, échangent avec nous. Et donc là, on a un peu plus d'informations sur la localisation, les tranches d'âge, etc. Et dans le club aussi. Ouais, c'est ça, par les commentaires. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'études précises. On n'a pas encore fait une étude de lectorat précise. Moi, ce que je crois comprendre de notre lectorat, mais avec beaucoup de précautions et à la fois des méthodes pifométriques et ce qu'on peut lire dans les commentaires et des retours, etc. Mais quand même, ce qui me semble assez dominant, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est un lectorat qui est très majoritairement en région. Et ça, je pense que c'est une des clés du succès de Mediapart, de n'être pas enfermé dans une bulle parisienne. Et c'est un lectorat quand même, alors là vraiment ça me semble assez incontestable, qui est largement abandonniste de la presse papier, c'est-à-dire qui a fait de nouveaux arbitrages. Moi, ce que je comprends de nos lecteurs, c'est qu'il y a un profil type. Ce sont des personnes qui avant lisaient Libération, Le Monde tous les jours et lisaient un quotidien régional et qui ont fait un arbitrage différent. Ils ont laissé tomber le quotidien national où ils le lisent beaucoup plus rarement. Et c'est également ce que nous disent tous nos confrères de la presse papier, c'est que l'infidélité est de plus en plus grande. Quand les gens achetaient avant tous les jours leur quotidien, maintenant ils vont l'acheter 1 ou 2 fois par semaine. Bon. Et continuent à acheter éventuellement un quotidien régional et s'informent sur le web. Et quand je dis s'informent sur le web, c'est évident qu'ils circulent sur une multitude de sites et qu'ils ont un port d'attache qu'est Mediapart. Ça veut dire aussi que le rare payant, ça va être Mediapart. Oui. Il y a de fortes chances. Oui, absolument. Ouais. C'est là où on est aussi dans un univers très concurrentiel. Et c'est là où c'est quand même une très bonne nouvelle que dans cet univers-là, qui est quand même un univers complètement multititre, c'est fini le journal de destination, c'est-à-dire les gens qui lisaient un seul quotidien. Ça n'existe plus. Les gens passent leur temps avec des chaînes d'infos en continu au site web, etc., à tourner sur plusieurs titres, etc. Donc le fait qu'ils s'arrêtent à un moment sur Mediapart, qui fasse la démarche de s'abonner et donc quand même de s'investir à tous les sens du terme. Bon, ça signifie quelque chose de très fort, je pense. Comment on s'organise? Une idée de leur âge, juste? Je ne sais pas. Nos abonnés? Oui. On ne demande plus aucune information, en fait. Au début... Donc vous ne pouvez pas faire d'études, je ne sais pas qualitatives Non, mais en même temps, on ne commercialise pas la base d'abonnés, on n'a rien à leur vendre et on ne veut rien leur vendre, on respecte totalement leur anonymat, etc. Donc... et puis on n'est pas des acharnés des statistiques, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est pas... Je vous pose la question et je la pose à François, elle est bien évidente. C'est est-ce qu'il faut être de gauche pour lire Mediapart?
Voilà la question. Ah, c'était ça. Mais bien sûr, c'est ça que j'ai derrière la tête. Non, mais ben alors, oui. non, Mais moi, voilà. je Parce que c'est une blague que j'ai entendue pour ça. ici, même ici. C'est une blague que j'ai entendue même ici. Il y a quoi 60% de lecteurs mélenchonistes, 65%. Non, mais alors. Je vais Il y a répondre. beaucoup de Je vais commentateurs. répondre. Il y a beaucoup de J'étais- commentateurs. Ah, il y a beaucoup de commentateurs. J'étais à Pékin D'où la mon semaine illusion dernière. d'optique. J'étais Marie-Hélène. à Pékin la semaine dernière. Je rencontre quelqu'un dans un dîner. Il dit ah, Mediapart, écoutez, je suis à droite. Très à droite, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais très à droite, et je suis un de vos plus fidèles abonnés. Donc Mais la réponse regarde, est non, manifestement, il ne faut pas être. Il a fallu que vous alliez jusqu'à Pékin pour le trouver. Non, celui-là. mais plus près de nous, Louis Alliot, Oui. qui interdit notre journaliste de pouvoir assister à ces meetings aux universités du FN, puisque Marine Turki se fait expulser depuis un an de toutes les manifestations officielles du Front National. On va rappeler ce que disait Florian Philippot de Mediapart. pendant ce Louis temps-là. Alliot et Florian Philippot retweetent nos enquêtes et s'appuient sur ces enquêtes. Donc il est évident qu'on a un lectorat de droite, on a un lectorat, je dirais, qui vient de tous les horizons. Voilà. Donc c'est très bien. Alors ensuite, c'est évident que je ne vais pas faire semblant de croire qu'on a un lectorat équivalent à celui du Figaro. Ça serait assez triste. Donc non, et bien sûr, on a le lectorat qu'on a, mais je pense qu'en même temps, à 100 000 abonnés, il ne faut pas penser en termes de chapelle et de public fermé. 100 000 abonnés, c'est quand même 200 000 visiteurs uniques par jour, puisque les codes se partagent, on le sait très bien, mais c'est comme ça. De la même manière qu'on se prête un journal papier, on se prête des codes. Donc on a quand même, grosso modo, 200 000 visiteurs uniques par jour, 200 000 lecteurs par jour. Ça devient un grand journal. Donc c'est un journal tout public. Et il faut que nous puissions faire un journal, non pas pour les 65% de lecteurs supposés mélenchonistes, mais pour tout public. Voilà, pour tous les publics. Et c'est pour ça que vous vous êtes mis à faire de la pub télé. Non, mais c'est vrai, ça oui, aussi, c'était ouais, étonnant. Je ne m'attendais oui, pas on aurait forcément peut-être pas pu faire à la voir dès des avant, pubs j'ai pas- télé pour fêter ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est-à-dire le 100 millième abonné. Alors, Oui. comment vous avez décidé de passer des spots? C'était des grandes discussions déjà en interne sur est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Initialement, on pensait à des campagnes Internet. Après, de fil en aiguille, c'est vrai qu'en discutant avec TBWA, on a quand même, je pense, abouti à un spot qui est vraiment très en adéquation Moi, je vous ai avec vu ce sur qu'on les sait chaînes faire. info que Antoine Perrault traite de machine à abrutir. Oui, c'est là où je les ai vus. et sur C'est les là où chaînes je les info. ai. Non, mais c'est là où je les ai vus, Et les spots justement, Mediapart. Donc et- c'était, et- voilà, on ne va pas donner leur nom, on les connaît. Oui, mais oui. donc les dites machines à abrutir avaient des spots Et Mediapart. justement, le Ah, passé- des cervelets, pardon. C'est pour récupérer les gens égarés. Et ça a marché. Ça a très bien marché d'ailleurs, le passage sur ces chaînes d'infos. Vraiment, la campagne a extrêmement bien marché. Après, on a fait une deuxième vague sur Canal+, qu'on pensait plus en adéquation avec notre cible, et ça a moins bien marché. Voilà, donc je pense qu'après, ça nous sert aussi en longue traîne sur de la communication. Maintenant, voilà, Mediapart, on n'est plus obligé d'expliquer ce qu'est Mediapart, contrairement à peut-être il y a 2-3 ans. Donc, je ne sais pas, c'est venu un petit peu Est-ce dans que une... vous connaissez le turnover de vos abonnés? ça, Est-ce qu'ils sont d'une rare fidélité ou est-ce qu'ils peuvent se désabonner aussi facilement qu'ils s'abonnent? Alors ça, on le connaît très bien. D'ailleurs, ça a été une des très mauvaises découvertes de départ parce qu'au début, on avait cet objectif de recruter 50 000 abonnés. Et donc, quand on est arrivé aux 50 000 abonnés, c'est formidable, ça y est. Et c'est là où on a découvert l'aberration des cartes bancaires. Donc, le turnover n'est pas forcément voulu. Hein. Le turnover, il peut être subi. Et donc, on a découvert l'aberration des cartes bancaires françaises, que je résume en 2 mots. Donc, partout en Europe, les cartes bancaires, c'est 3 ou 4 ans. Aux États-Unis, c'est 5 ans. En Chine, c'est 10 ans. En France, c'est 2 ans. Donc, statistiquement, un abonné sur 2, au bout de 2 ans, son mode de paiement était obsolète et il ne pouvait plus continuer. Donc, on s'est aperçu, Il a en voulu fait... envoyer un gentil mail. On lui a envoyé un gentil mail, mais en général, un abonné qui reçoit un mail en disant « Venez donner vos coordonnées bancaires », parce que là aussi, on a mis un peu de temps à se roder, on lui écrit « Venez mettre à jour vos coordonnées bancaires », et après, il se disait « Mais ça y est, je me suis fait pirater, c'est des escrocs, je ne vais surtout pas répondre ». Donc, il a fallu commencer à apprendre à lui écrire en disant « C'est sécurisé, il n'y a pas de problème », etc., etc. Donc, on s'est aperçu, en fait, qu'il fallait recruter 3 abonnés pour en garder un. Donc en fait, quand on dit qu'il y a aujourd'hui 100 000 abonnés ce soir, j'espère, à Mediapart, il y a en fait 260 000 personnes qui ont payé au moins une fois à Mediapart.
Ça veut dire 1 mois ou 1 an? Non, au moins 1 an, quelques 2 ans, semaines. 3 ans, 15 jours. Il y a 260 000 personnes qui ont payé au moins une fois à Mediapart. Et on considère effectivement qu'en général, il faut recruter dans le fil de l'eau 3 abonnés pour en garder un. Mais c'est quelque chose qu'on a découvert en marchant. Il y avait, encore une fois, il n'y avait pas de modèle d'abonnement en ligne sur de la longue durée. Il n'y avait pas de modèle existant. Donc, toutes les hypothèses qu'on a prises, elles ont été un peu empiriques. Les seuls sites qui avaient de l'abonnement, on va dire récurrent, c'était au début les sites de rencontres. Donc, en gros, vous savez ce que vous venez chercher. Ça dure 3 mois en général. Et puis, au bout de 3 mois, il faut espérer que vous avez trouvé ce que vous veniez chercher. Et donc, vous ne restez pas 15 ans. Alors, si vous restez 15 ans, c'est qu'il y a... Tandis que François Bonnet, Voilà. il lisait sandwich toutes les semaines. Or, nous, on a encore très exactement 1468 abonnés qui étaient abonnés le 16 mars 2008 à l'ouverture et qui sont encore abonnés aujourd'hui et qui n'ont pas eu une seule période d'interruption entre le 16 mars 2008 et aujourd'hui. Et c'est beaucoup, c'est pas tant que ça, C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ah non, mais là, ma question est totalement Non, ça veut naïve, dire c'est qu'il- énorme. Ça veut dire qu'il est abonné depuis 7 ans. Enfin, il s'est abonné. Tous les mois, depuis 7 ans, il a renouvelé et il s'est abonné. On les connaît presque tous individuellement. Non Oui. Enfin, par les commentaires, pas physiquement, mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qu'on connaît comme ça. Dernière question, parce qu'on est déjà en retard. Marie-Hélène, donc vous êtes directrice générale. À quel moment vous avez décidé de choisir votre taux d'imposition toute seule? Alors, la formulation elle pourrait être pour le moins ambiguë. N'est-ce pas? Bien. Donc, nous n'avons pas choisi notre taux d'imposition tout seul. Nous avons décidé d'appliquer le taux de la presse. Or, la presse La presse en France, écrite, de la vieille presse écrite. la presse, en France, le taux de la presse, c'est un taux, enfin la presse dite information politique générale, c'est un taux de 2,1%. C'est la TVA, hein, c'est pas les impôts. C'est la TVA. ouais. C'est la TVA. Oui, oui. C'est pas un cadeau fait aux entreprises de presse. Hein. Il faut rappeler que le taux de TVA super réduit, c'est destiné à favoriser l'accès pour le plus grand nombre à l'information. C'est-à-dire que pour le bien public et le pluralisme de l'accès à l'information, l'État a décidé, il y a déjà fort longtemps, de faire bénéficier les lecteurs d'un taux super réduit pour favoriser le pluralisme de l'information. Alors, il faut savoir que dans le temps, l'administration fiscale a eu des interprétations successives de dire finalement qu'est-ce que c'est que la presse. Donc je vais donner 2 exemples. En 1986, l'administration fiscale, il y a le Minitel, vous pouvez faire 3615 Le Monde et à ce moment-là, vous lisez Le Monde sur le Minitel et là, c'est de la presse. Et puis en 2009, l'administration fiscale et donc l'évolution de la loi dit ah ben alors maintenant il faut qu'on traite le problème parce que quand on s'est créé on nous a expliqué qu'on n'était pas une société de presse et on n'était pas une société de presse parce qu'on n'avait pas un numéro d'imprimeur. Donc, on voulait vous mettre une TVA à combien? À 19,6 à l'époque, donc TVA des services 20% aujourd'hui. Donc on a dit ben non, on est une société de presse. Et donc la loi évolue en 2009 et là en 2009 au lieu de dire ben, finalement un écran et WW, c'est comme un Minitel, il n'y a pas de grande différence, sauf que ça se lit un peu plus rapidement. Non, là, il y a une décision totalement absurde qui dit, bah, finalement, en fait, vous n'êtes pas une société de presse, vous êtes un service de presse électronique. Et donc, qui dit service de presse, dit à ce moment-là taux de TVA des services, donc à 19,6. Et donc, depuis cette période-là, il y a on va dire, une bataille sur le droit, qui n'est pas une bataille sur le... C'est pas nous qui choisissons. S'il y a une vraie bataille de droit, il y a un débat contradictoire en disant qu'est-ce que c'est que la presse et pourquoi un lecteur qui veut lire en ligne plutôt que lire sur le papier, il devrait payer une TVA 20 fois plus élevée parce qu'il lit en ligne plutôt qu'il lit sur le papier. Son droit d'accès à l'information Mais à est part le que même. ça vous plombe vos investissements, parce que si jamais vous perdez cette bataille, vous êtes obligé, je vais employer des mots que je ne sais pas employer, de provisionner, Oui. de provisionner une sorte de cagnotte pour quand même prévoir ces 18% de différence de taux de TVA où l'État risque de vous tomber dessus et Alors, vous les non, mais, demander. donc, je vous rassure tout de suite, il nous est tombé dessus déjà. Donc, il faut rappeler que en 2011 se crée, mais je vais effectivement essayer de ne pas trop déborder, en 2011 se crée un fameux décret d'application qui nous est présenté en disant, écoutez, vis-à-vis de Bruxelles, c'est compliqué, truc machin, etc. On l'a fait pour le livre, donc il ne faut pas oublier que l'État dit finalement un livre numérique et un livre papier, c'est pareil. Mais il ne dit toujours pas une presse numérique et une presse papier, c'est pareil. Donc, vis-à-vis de Bruxelles, c'est compliqué, etc. Mais on va sortir un décret
dit décret de l'offre composite, qui va vous permettre en fait de bénéficier du taux super réduit sans se bagarrer contre Bruxelles. Donc s'installe un moratoire de fait qui fait que donc 2011, 2012, 2013, on applique la TVA de 1, comme depuis le début d'ailleurs. Hein, et puis donc le 17 décembre 2013, 9 mois après l'affaire Cahuzac, mais ça n'a peut-être rien à voir, donc 9 mois après l'affaire Cahuzac, on reçoit un huissier qui nous dit rendez-vous administration fiscale le 23 décembre, donc premier rendez-vous le 23 décembre, on reçoit l'administration fiscale le 24 décembre, dans la nuit donc du 23 au 24, il rédige 15 pages de notification, il nous l'envoie le 24, on le reçoit le 26 décembre, donc avis de redressement sur l'intégralité de la TVA pour les années 2010 et antérieures. Ça fait combien ? À l'époque, ça fait 1 million d'euros. Deuxième série, donc le contrôle se poursuit pour donc 2011, 2012 et 2013 sur tout le premier semestre 2014. Entre-temps, la loi est enfin passée à partir du 1er février 2014. Officiellement, l'État dit, bon, finalement, la presse en ligne, c'est de la presse, et donc la TVA de 1, c'est bien la TVA pour la presse en ligne. Mais le contrôle continue, et donc nous avons eu le 11 juillet de cette année, 1, la confirmation du premier redressement, enfin de la première notification. 2, avis de notification sur le deuxième. Montant total demandé par l'État, donc par courrier, formellement, le 11 juillet, 4,2 millions. Donc 4,2 millions qui se répartissent. 3 millions, la différence entre le taux de TVA 2,1 et le taux de TVA 19,6 à l'époque sur la période considérée. 200 000 euros intérêt de retard. 1 million d'euros, pénalité pour mauvaise foi. Donc là, quand même, je veux bien, on a mené tous les combats, donc je veux bien qu'on considère qu'effectivement il y a discussion et il y a arbitrage juridique en droit sur le fait de dire finalement qu'est-ce qui compte, le support ou le contenu, qu'est-ce qui compte, le mode d'accès ou pas. Il y a d'ailleurs discussion entre la loi européenne et la loi française pour savoir qui dit le droit par rapport à ça, mais franchement 1 million d'euros, donc 40% de pénalité pour mauvaise foi sur un dossier sur lequel on se bat depuis notre création. Et là, donc, le différend avec l'administration fiscale continue. Donc, nous avons répondu le 11 septembre et voilà. Et ça François, continue. il y a un lien ? Il y a un lien avec l'affaire Cahuzac ? Il ne peut pas ne pas y avoir de lien, de toute façon. On est à Bercy, on est au cœur de la forteresse de Bercy. C'est des choses qu'on a documentées. Il y a bien évidemment un lien. Donc quoi ? Mediapart est persécuté par l'administration fiscale ? Non, mais moi, je n'utilise pas le mot persécuté. À cause de l'affaire Cahuzac ? Il y a au sommet de cette élite de Bercy qui dirige ce pays et commande les ministères, il y a quelques croisements entre un directeur régional qui est un homme de Sarkozy, un autre directeur général des impôts qui est un homme de Cahuzac, et tous ces gens-là se parlent, se connaissent, appuient leurs carrières respectives, et à un moment, il y a des titres qui deviennent trop exaspérants. Donc on ne crie pas à la persécution, mais simplement il faut être un petit peu lucide sur les rapports de force qui s'établissent dans ce pays. Surtout quand, ce que rappelait vite Marie-Hélène, surtout quand on est dans cette position particulière où nous refusons toutes les subventions publiques. Je rappelle quand même que et Le Monde et Le Figaro ont touché l'an dernier chacun 17 millions d'euros de subventions publiques, que Libération a touché 9 millions d'euros de subventions publiques, que Slate vient de faire financer toute une série de nouvelles fonctionnalités technologiques par le fonds Google, à hauteur de près d'1 million d'euros. Fonds Google que nous avons dénoncé dans sa gestion opaque et clientéliste. Donc voilà, arrêt sur image refuse toute subvention publique, nous refusons toute subvention publique. Nous dépendons exclusivement de nos lecteurs, nous sommes pleinement indépendants. Oui, il y a des moments, ça gêne, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Merci beaucoup à tous les quatre. On va parler de Mediapart et d'un journal qui tient à l'international, et surtout en ce moment, dans cette ambiance de croisade et de djihad que rappelait Louis Plenel tout à l'heure. Mediapart donne souvent un autre son de cloche que justement les machines à abrutir qu'on peut parfois supporter toute la journée. Donc ça sera notre second plateau, Mediapart et l'international, mais d'abord, elle s'appelle Marie Santin, elle habite et travaille à Poitiers et elle s'occupe des relations, du service, de la gestion du service abonné.
Oui, bonsoir. Donc, je suis responsable du service abonné qui est basé à Poitiers depuis juillet 2011. Nous sommes 5 à y travailler actuellement. 3 de mes collègues sont avec nous ici ce soir dans la salle. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Au début, j'étais toute seule à répondre aux mails et puis on recevait 30 à 40 mails par jour. Donc, je faisais beaucoup d'autres choses en parallèle. Et puis, l'affaire Bettencourt est arrivée et on s'est mis à recevoir 2000 mails par jour. Donc toute seule, ce n'était plus possible et donc on a créé et monté un vrai service qui s'est par la suite installé à Poitiers. Donc on reçoit toutes les questions des abonnés et des gens qui ne sont pas encore abonnés sur le fonctionnement du site et des abonnements. On reçoit aussi beaucoup de mails destinés aux journalistes. Et quand il y a de grosses affaires, on reçoit les commentaires plus ou moins farfelus de lecteurs et d'abonnés contents ou mécontents, enthousiastes ou furieux. Donc on fait un premier tri des mails avant de les faire suivre aux journalistes. Et sinon, on essaye d'aider et de guider les abonnés sur le site, sur le fonctionnement du site et les difficultés techniques qu'ils peuvent rencontrer. Voilà, et on essaye aussi, enfin on n'essaye pas, on fait remonter au service technique les principales difficultés rencontrées, les bugs signalés par les abonnés, et on travaille en étroite collaboration avec la technique pour essayer de les résoudre et de rendre le site accessible, plus facilement compréhensible. Mais comme l'a expliqué Étienne, on est encore une petite équipe, donc on fait ça à la vitesse à laquelle nos moyens nous le permettent. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Alors, Mediapart, justement,